Et si le Japon, loin d'être juste une sorte de curiosité culturelle, était en fait un miroir grossissant de notre propre avenir? C'est la question vraiment centrale et percutante que pose l'écrivain Laurent Bilger dans une analyse brillante sur son Substack L'Inactuel. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble sa pensée pour essayer de comprendre ce que les transformations profondes de la société japonaise nous apprennent sur des dynamiques qui en fait sont déjà bien à l'œuvre chez nous. On va commencer avec ce chiffre, un chiffre qui est un véritable électrochoc. 47%. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon les données très sérieuses de l'Institut national de la population et de la sécurité sociale japonais, c'est la part des 18-34 ans qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Ce n'est pas qu'une statistique, non. C'est le symptôme le plus flagrant d'un phénomène beaucoup, beaucoup plus vaste. On entre donc dans le vif du sujet, parce que ce chiffre, finalement, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce qu'il révèle, c'est une crise bien plus profonde, une crise du lien social, du désir et de l'intimité elle-même. Laurent Bilger, dans son analyse, met en lumière tout un faisceau de causes qui s'entremêlent. La sexualité, qui devrait être un espace de liberté, eh bien, elle devient un terrain d'épuisement. Il y a la pression folle du monde du travail, bien sûr, mais aussi l'effondrement des repères traditionnels entre hommes et femmes, et une culture où l'intimité est souvent associée à une angoisse de la performance. Tout ça, ça crée ce qu'il appelle une véritable désaffiliation structurelle. Alors, passons des causes un peu abstraites aux incarnations très concrètes de ce phénomène. Pour bien comprendre ce repli, il faut s'intéresser aux nouveaux visages, aux nouveaux archétypes sociaux qui sont en train d'émerger au Japon. Le plus célèbre de ces archétypes, c'est celui de l'homme herbivore. De quoi on parle? Ce sont ces jeunes hommes qui, consciemment ou pas, se mettent en retrait du jeu de la séduction. Ils ne cherchent plus du tout à correspondre au modèle traditionnel de la masculinité, qui est souvent associé à l'initiative, à une forme de compétition amoureuse. Et puis, il y a ce mot terrible, karoshi, la mort par surtravail. Ce concept, à lui seul, il dit tout. Il montre comment la sphère professionnelle peut littéralement vampiriser toute l'énergie vitale d'une personne, ne laissant plus aucune place, plus aucun souffle pour une vie personnelle et intime. L'épuisement devient total, il devient existentiel. Cette citation du sociologue Masahiro Yamada, elle est absolument essentielle pour comprendre la psychologie derrière ce retrait. En fait, ce n'est pas tant une fuite du désir qu'une sorte d'acte de protection. C'est le refus de participer à un jeu, celui de l'amour, de l'intimité, où les règles semblent maintenant calquées sur la performance, sur l'évaluation constante et la peur de l'échec. Bon, la nature a horreur du vide, et le désir aussi. Alors si les relations humaines deviennent une source d'angoisse, par quoi est-ce qu'elles sont remplacées? C'est notre troisième point. La connexion se dématérialise et elle prend des formes complètement nouvelles. Le désir ne s'étend pas, il se métamorphose. Comme on le voit ici, il s'investit dans des relations qu'on pourrait qualifier d'hyper-médiatisées, que ce soit avec des personnages de fiction, des robots conçus spécifiquement pour l'affection ou des avatars virtuels. L'avantage, si on peut dire, ces relations offrent une forme de connexion, oui, mais une connexion maîtrisée, sans les aspérités, sans les déceptions et surtout sans l'imprévisibilité d'un véritable autre. C'est exactement ce que le philosophe Hiroki Azuma appelait la postmodernité otaku. Et l'idée est brillante. On délaisse la complexité d'un être humain pour interagir avec des bases de données d'affect. Un personnage de fiction, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de traits, de répliques, de réactions prévisibles. C'est gérable, c'est contrôlable. En somme, c'est un amour sans risque. Et c'est là, vraiment, qu'on touche au cœur de la thèse de Laurent Bilger. Le Japon n'est pas une exception. Il est un précurseur. C'est un laboratoire à ciel ouvert où les tendances qui traversent toutes nos sociétés post-industrielles sont simplement poussées à leur paroxysme. Cette comparaison l'illustre parfaitement. D'un côté, on a le Japon, où les symptômes sont extrêmes, bien visibles, et de l'autre, l'Occident, où les mêmes logiques sont à l'œuvre, mais de façon plus souterraine, plus latente. Le Japon ne nous montre pas un futur inévitable, attention, mais il rend visible des forces qui nous travaillent déjà, ici et maintenant. Alors, très concrètement, quels sont ces échos? Comment est-ce que ces tendances qu'on observe au Japon résonnent avec notre propre réalité, ici, en Occident? Prenons une seconde pour regarder ce tableau, parce qu'il est très, très parlant. Ligne par ligne, la convergence est frappante. Le vieillissement de la population, c'est un défi majeur chez nous. La solitude des jeunes, elle explose partout. L'essor des relations purement numériques, des AI girlfriends aux relations parasociales sur les réseaux. Et puis, cette angoisse de la parentalité, qui doit être parfaite, performante. Tout ça, ça nous est extrêmement familier, n'est-ce pas? Mais, et ça c'est un point absolument crucial de l'analyse, il y a une différence majeure.
les sociétés occidentales ont aussi généré de puissants contre-mouvements. Bilger cite par exemple les luttes féministes ou queer qui ne cessent de proposer, d'inventer et de valoriser d'autres manières de faire lien, de construire des communautés, de penser l'intimité en dehors des cadres de la performance. Et on arrive à la conclusion. Ce que nous offre l'analyse du cas japonais, finalement, ce ne sont pas des réponses toutes faites, mais plutôt des questions. Des questions fondamentales et vraiment urgentes sur l'avenir de nos sociétés. C'est la première de ces grandes questions. Face à ce flux infini de stimulation parfaite, calibrée, virtuelle, comment le désir pour un autre être humain, un être réel, avec ses failles et son imprévisibilité, peut-il encore trouver sa place? La deuxième question, elle, porte sur la transmission. Sans grand récit collectif, sans vision partagée de l'avenir, qu'est-ce qui motive encore le projet de fonder une famille, de transmettre quelque chose à la génération qui suit? Et enfin, la question la plus vertigineuse de toutes. Si le corps est sans cesse jugé, évalué, s'il devient le lieu de toutes les angoisses liées à la performance, comment peut-il rester ce par quoi on s'ouvre au monde et à l'autre? Ces questions, Laurent Bilger ne prétend pas y répondre. Mais en nous montrant comment elles se posent de manière si aiguë au Japon, son analyse nous offre un miroir incroyablement lucide pour penser notre présent. Et c'est peut-être ça, le point le plus essentiel à retenir.